Border States, le podcast dédié au Tour de France des zones industrielles et commerciales. Alors bienvenue à tous dans le premier épisode du podcast Border States, dans les espaces limitrophes. Alors on avait hésité entre le titre en français et en anglais, mais c'est vrai qu'en anglais on trouvait qu'il sonnait bien et qu'il était assez juste. Donc un podcast dédié aux zones industrielles et aux zones commerciales de France. Comme vous avez pu l'entendre avec ce morceau de Kraftwerk qui s'appelle Tour de France, c'est un petit peu ce qu'on va vous proposer, un tour de France de ces zones qui a priori sont censées toutes se ressembler et qui donc n'ont pas l'air a priori de représenter un grand intérêt en termes de voyage, et pourtant on va essayer de vous montrer qu'il y a plein de choses à en dire, plein de choses à observer. De toute manière, avant de rentrer dans les détails, on avait envie de vous présenter pour ce premier épisode les raisons, l'ambition de ce podcast. Alors pas ambition dans le sens d'un podcast ambitieux qu'on ait envie de faire des grandes choses, mais plus ce qui nous a animés, ce qui nous a donné envie de parler de ça, parce que c'est pas un sujet forcément évident, j'ai envie de dire. Je sais pas si Thomas tu es d'accord avec le fait que ça peut surprendre, mais justement j'aurais bien aimé qu'on commence par peut-être s'interroger sur ce qui nous a poussé à le faire, puisque on peut le dire, on est transparent, c'est toi qui m'as sollicité, enfin en tout cas c'est toi qui m'a donné cette idée, c'est venu de toi, parce que il me semble que tu savais d'une manière ou d'une autre, alors je sais pas comment d'ailleurs on en est arrivé à savoir ça l'un de l'autre sans se concerter, que j'étais comme toi et que je présentais une forme d'intérêt pour les zones industrielles et les zones commerciales. Alors on ira peut-être plus dans le détail concernant la description, plutôt la définition qu'on se donne de ces zones, même si tu nous le rappelleras sans doute, le but c'est absolument pas d'être scientifique. Mais Thomas, d'où vient cette idée et cette envie de s'emparer de ce sujet? Et aussi je te pose la question et je vais découvrir la réponse en même temps que ceux qui nous écoutent. Comment tu savais que c'est un sujet qui m'intéressait et que, je sais pas si c'est une passion, mais en tout cas oui effectivement c'est pas un sujet qui va forcément lier tant de gens que ça autour d'un centre d'intérêt, quoi. Bon, pour la première question, je pense que ce qui m'anime, ce qui me fascine dans ces lieux, c'est qu'ils sont finalement le produit complet de la civilisation industrielle, disons, tardive, et en même temps, ils sont complètement déshistoricisés, enfin je sais pas comment dire ça, mais ils sont complètement hors du temps, hors d'un espèce de temps historique, de par le fait qu'ils se ressemblent tous et qu'ils sont tous presque semblables. Aussi, ce qui m'intéresse énormément, c'est l'impersonnalité du lieu, quoi. C'est des lieux qui, a priori, n'ont pas d'âme et qui, pourtant, pourraient presque en avoir. Et enfin, aussi, je crois qu'on en avait discuté, mais c'est cette idée que, finalement, on a des souvenirs, ou on a tous des souvenirs ou des réminiscences de ces lieux-là, alors même que ce n'est absolument pas l'intérêt premier de ces lieux, quoi. Et donc il y a une espèce euh, de, de déviance qui se fait entre euh, ce pourquoi a été pensé le lieu et ce qui s'y passe réellement, ou ce qui s'y vit, ou ce qui survit en nous de tout ça, quoi. Et de pourquoi je savais que ça t'intéressait, ben c'est parce que je crois que toi comme moi, on vient finalement euh, de, de petites villes de taille moyenne, quoi. Ce Moi, qu'on c'est a, Angoulême. ce qu'on appelle vulgairement la France périphérique, quoi, en gros. Voilà, la France périphérique, et que euh, on a tous les deux été dans des plus grandes villes, donc à savoir Lyon. Et
forcément, on a dû traverser à un moment c'est presque un rituel, quoi, ces lieux-là. Et d'ailleurs, la spiritualité du lieu est quand même assez marrant et assez fou quand on y pense. Parce que enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais dans certaines familles, c'est carrément une instauration. Le samedi, on va là, Bah oui. dans la zone commerciale, quoi. Bah justement, j'allais te dire, et puis en profiter pour le dire du coup aux auditeurs, que en fait, nécessairement, tout ce qu'on va avoir l'occasion de discuter dans ce podcast sera profondément personnel, subjectif, parce que je pense que s'il y a une parole qui peut émaner de ces lieux, elle provient de la manière dont ils ont été investis, et que c'est toujours une question de souvenirs assez personnels, et que l'intérêt qui a pu naître chez nous pour ces espaces-là, qui, il faut le dire, est devenu quelque chose de peut-être un peu intellectuel, puisque en bout de chaîne, justement, on a envie d'en parler, de formuler des choses. À la base, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça, et qui est dans le champ du souvenir, de l'enfance, aussi d'une forme de fantasme qui s'est cristallisé et qui très certainement s'est un peu déformé aussi, mais il y aura quelque chose de très personnel là-dedans, effectivement. Et ce qui nous lie peut-être sur la question de ce sujet, c'est quelque chose d'assez personnel par rapport à la manière dont on a nous-mêmes investi volontairement ou non ces lieux. Et tu le disais, la question du rituel sera peut-être abordée d'une manière ou d'une autre. Et je précise aussi pour les auditeurs que on a plein d'idées pour ce podcast. Vous allez voir, ce premier épisode voilà, va plutôt se concentrer sur une zone que Thomas a choisie, sur laquelle on va discuter, parce qu'elle présente des choses assez étonnantes, notamment une sur laquelle on s'arrêtera, qui concerne nos aînés. Mais on a plein d'idées d'exploration, etc., parce que justement, il y a certainement plein de manières d'explorer ces espaces. Et par exemple, on pourra très certainement parler de la manière dont la culture s'en est emparée, la culture au sens le plus large, hein. Mais au cinéma, c'est devenu un décor qui, chez certains cinéastes, devient même un trope, un poncif, et c'est assez étonnant de voir qu'il y a des cinéastes qui sont presque devenus les cinéastes des édus, qui en ont fait un décor privilégié. Donc voilà, ça fait partie des angles éventuels, mais même si là, dans ce premier podcast, ce sera pas forcément le cas, et ce sera un truc un peu plus personnel, à mon avis. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est aussi des souvenirs de cinéma et des souvenirs de culture, quoi. Donc c'est pas forcément quelque chose Bah, de vécu, quoi. Mais c'est aussi, d'ailleurs, tu peux peut-être préciser que tout ça part vraiment d'autre chose que les souvenirs d'enfance, en tout cas cette envie de créer ce podcast, parce que ça part plus ou moins d'un film. Oui, Je sais pas si on va le développer, mais ça vient quand même du film c'est Patricia Masui, oula, Madu, ouais. Masui, ouais. Donc Paul Sanchez est revenu. Et tu m'as Ouais, dit, je crois, c'est un film de Zadu, quoi. ouais, complètement, ouais. Bah, complètement, c'est vraiment ce décor, ces gens, pardon, ce langage qui est complètement disséminé dans le film et ouais, qui fait le matériau du film, quoi. Et je pense que c'est vraiment ma vision de ce film qui a voulu, enfin, qui a déclenché cette envie d'en parler finalement plus sérieusement parce que elle le fait d'une manière assez admirable, quoi. Donc, voilà. Alors ce podcast sera dédié donc aux zones industrielles, aux zones commerciales, aux aires d'autoroute, à tous ces espaces que moi j'ai longtemps nommés non-lieux, parce que c'était lié à des souvenirs de bulles très particuliers. Alors justement, on pensait tous les deux que ce serait peut-être une bonne idée de commencer par raconter chacun un souvenir lié à ces espaces, qui pourrait peut-être permettre de donner une porte d'entrée sur nos rapports chacun à ces lieux. Alors nous, c'est des histoires qu'a priori on s'est peut-être déjà racontées. Je sais pas, toi, quel est le premier souvenir qui te vient et où tu te dis effectivement Mm. ce genre de lieu m'a marqué pour ce souvenir précis, pour Ouais, ouais. cette image. Bah, alors, en dehors de l'aspect rituel que je pense on a tous, mais vraiment tous connu, à savoir traverser une ZEDU pour partir en vacances avec le drive en prime à McDo ou KFC, quoi. Le vrai premier souvenir, c'était vraiment quelque chose d'assez, comment dire, d'assez fantastique parce que c'est pas très glorieux comme souvenir, hein, mais c'était un retour de soirée où on était allé avec un ami d'abord
dans un magasin franchisé qui s'appelle le V&B. D'ailleurs, on le retrouvera dans la zone de Carrie plus tard. Et on avait commencé la soirée là-bas, puis on s'était garé, puis je sais plus comment on s'était débrouillé, mais on est allé dans le centre-ville, et puis à 4h du mat, il a bien fallu rentrer, sauf que la voiture était restée là-bas. Et donc, voilà, retour à pied dans la zone commerciale, dans un état second, et avec ces grands parkings qui s'étalent, et cette lumière... si- comment dire d'ailleurs? Comment on pourrait décrire cette lumière? Elle est crue, elle est Alors âpre, elle est la question âcre, la question de la description se posera justement fortement, parce qu'à la fois elle est crue, en même temps souvent on ne voit pas assez la nuit dans ces zones commerciales. complètement, complètement. C'est une très bonne réflexion. C'est vrai qu'on n'y voit pas et qu'ils font limite peur, quoi. Donc je pense que mon premier souvenir, c'est ça, c'est vraiment voilà, retourner à la Zébu pour prendre la voiture. Et la traversée de nuit a vraiment provoqué un truc assez étrange, quoi, parce que justement, ça aussi, je pense qu'on aura l'occasion de le développer, mais elles sont vraiment conçues pour le jour. Enfin, elles sont aussi conçues pour un espace pour un espace-temps, je veux dire, très déterminé. Ouais, Tu vois, ouais. c'est pas un lieu de vie la nuit. Il n'y a pas de bar, ou alors les bars ferment tôt. Enfin, tu vois, c'est ça aussi qui est très bizarre. Oui, et Il y a un puis, moment, ça s'arrête, tu vois. Genre, elles sont pas 24/24. le lieu se transforme la nuit en fait. C'est qu'effectivement on passe d'un lieu extrêmement lumineux par rapport au fait que effectivement c'est toujours en extérieur, c'est assez aéré mine de rien, c'est-à-dire que les bâtiments sont Ouais. souvent assez éloignés les uns des autres et souvent ils sont très blancs, ce qui participe aussi à ce côté très agressif des couleurs, etc. Et où la nuit on a un renversement complet où effectivement la vie, quelle que soit sa forme, semble incompatible avec la lumière, le lieu, la topographie, etc. Mais bon, en fait, voilà, c'est pas un des trucs qu'on comptait forcément discuter aujourd'hui, mais effectivement, les zones commerciales la nuit, c'est quand même quelque chose de particulier Ouais. et ça devient un espèce de Le renversement. miroir inversé, ouais. Ben, c'est ça, parce que la journée, c'est des lieux qui se présentent comme le parangon du capitalisme, et la nuit, ça devient presque justement le non-lieu, presque comme les zones internationales. T'as l'impression que les zones commerciales, les zones industrielles de nuit sont ces espaces où tout peut arriver, et où la loi semble suspendue pendant quelques heures, et où ça devient un lieu interlope un peu, quoi. Mm. Tout un tas de populations se retrouvent pour faire des choses qui ne peuvent se faire qu'en marge de la Ouais. société, et donc en l'occurrence ici la société ce serait le centre-ville, quoi. Mais bon, ça on pourrait en parler plus tard. Et toi, du coup? Alors bah moi c'est un truc que je t'ai déjà raconté, c'est pas vraiment un souvenir précis, c'est plus le souvenir d'une sensation qui est liée aux aires d'autoroute. Parce que moi, tout cet intérêt vient des aires d'autoroute que je rattache aux zones commerciales et industrielles, mais on parlera peut-être plus en détail après de vraiment ce qu'on entend par là. Et en fait, quand je partais en vacances avec mes parents l'été, on prenait très très souvent l'autoroute, et quand j'étais petit, les seuls moments du coup où je prenais l'autoroute, c'était pour aller en vacances. Et on s'arrêtait toujours plus ou moins sur les mêmes aires d'autoroute parce qu'on on partait très souvent aux mêmes endroits. Et quand j'étais petit, je partais tous les ans avec mes grands-parents dans un petit village du sud qui s'appelle Gruissant, qui est pas très loin de Narbonne. Et d'ailleurs, il faudra qu'on parle de la zone commerciale de Narbonne parce qu'elle est vraiment gigantesque, elle est très très particulière parce que tout est accessible que par la route, c'est-à-dire que tu peux pas aller à pied d'un magasin à l'autre. Et en plus, c'est une de celles dans laquelle j'ai le plus de souvenirs. Et en fait, quand on partait en vacances là-bas, on s'arrêtait toujours sur les 2 ou 3 mêmes aires d'autoroute. Et quand j'étais petit, j'étais souvent pris d'une angoisse quand je rentrais dans des magasins ou dans des restaurants, des courtes pailles, des trucs comme ça, parce que je voyais des gens travailler, mais je ne comprenais pas comment ils pouvaient être dans ce lieu qui n'était un lieu accessible que si on partait en vacances. Et donc je me disais, mais c'est pas possible parce qu'ils sont là, mais ils travaillent, ils sont pas en vacances. Et du coup, je ne comprenais pas d'où venaient ces gens, et j'avais une espèce de fantasme un peu inquiétant qui s'était installé dans ma tête, où j'avais l'impression que quand on rentrait sur l'aire d'autoroute, c'était devenu une espèce de truc un peu fantastique, de conte. C'est soit on était en vacances et on était de passage, soit on travaillait et on était condamné à y vivre. Et comme en plus des fois on y passait de nuit, et que c'est des zones qui dorment jamais, et que parfois les restaurants sont ouverts 24 heures sur 24, j'avais l'impression un petit peu que ces gens-là étaient maudits
et que alors soit il y avait le versant fantastique, ils étaient maudits et enfermés dans une boucle temporelle où ils pouvaient jamais en sortir, soit un versant plus Foucault, punition sociale, où en fait ils étaient au bagne et qu'ils étaient obligés de travailler là tout le temps, qu'ils étaient un peu en prison, quoi. Et donc j'avais cette espèce d'angoisse qui se transformait en fascination, en fait, et où du coup je voyais ces lieux comme des espèces d'îlots qui étaient complètement détachés du reste du monde, à la fois d'un point de vue du fonctionnement de la société, mais aussi géographiquement, où c'était des lieux où on ne pouvait pas rentrer si on ne prenait pas l'autoroute. Et l'autoroute, pour moi, c'était un truc très exotique parce que c'était les vacances, l'autoroute, c'était difficile d'y rentrer, les voitures allaient vite, c'était des grandes routes. Pour moi, c'était un truc très très exotique, très étrange, très singulier, que je voyais que 1 ou 2 fois par an. Et donc, pour moi, les aires d'autoroute étaient des espèces de petits îlots qui n'appartenaient à aucun espace-temps connu de moi à cette époque dans mon quotidien. Et donc, voilà d'où vient cette fascination. Donc, c'est un truc assez. Ce serait intéressant aussi qu'on ait le point de vue de quelqu'un qui y travaille un jour. Ouais, complètement. Ouais, ça fait partie des choses qu'on pourrait essayer de développer dans les idées qu'on a. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire part des idées que vous avez hein, en nous écoutant. Si vous avez même envie de participer d'une manière ou d'une autre, évidemment, on est ouvert. Hein, c'est pas du tout une émission au sens fermé. On n'est pas journaliste. On n'est pas. On est juste des amateurs curieux. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur le départ en vacances, euh, en disant que voilà, oui, c'était finalement qu'un lieu de passage. Et j'aurais bien aimé qu'on puisse parler de ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas un lieu où finalement on habite, mais c'est un lieu où finalement on ne fait que passer. Et je voulais aussi lier ça euh, à quelque chose qui est pour moi intrinsèque, mais qui ne va, au sens où l'un ne va pas sans l'autre, à la zone commerciale, c'est évidemment la voiture. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, complètement. les zones commerciales, enfin, moi celle que je connais très bien, c'est celle d'Angoulême, du coup. Par exemple, c'est assez hallucinant, mais elle n'est pas du tout intégrée au réseau de bus de la ville, par exemple. Ouais. Vraiment, il y a ce truc de la voiture, la voiture, la voiture. Tu y vas en voiture, tu y passes en voiture, tu peux même y repartir avec une voiture, parce que du coup, c'est aussi là-bas que tous les concessionnaires automobiles sont, enfin, en grande partie, quoi. Et je me disais qu'effectivement, la voiture était quelque chose qui allait avec la zone commerciale. Et je sais pas ce que tu en penses, du coup. Ah oui, complètement. Et du coup, il y a aussi tout ce truc de l'enfance où, évidemment, quand tu ne conduis pas, tu dois te faire conduire. Et que quand tu es enfant et que tu veux accéder à un magasin spécifique pour acheter un truc spécifique de la zone commerciale, il peut y avoir ce truc qui s'installe du marchandage avec les parents. Et où du coup il y a une forme de récompense. Et moi j'ai des souvenirs très précis voilà, j'ai repéré un truc dans un magasin, je veux absolument y aller. Et tout le trajet en voiture est porté par une espèce d'excitation, d'appréhension aussi de est-ce que le truc sera encore là. Et où quand j'arrive sur le parking et quand j'ouvre la porte du magasin, mon cœur s'emballe parce que je suis à 2 doigts d'enfin accéder à l'objet désiré qui a demandé finalement un investissement personnel assez fort parce qu'il y a eu la négociation, il y a eu le trajet. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est un exemple qui montre à quel point ces espaces peuvent être chargés d'émotions hyper particulières qui en plus une nouvelle fois appartiennent au champ de l'enfance. Et effectivement, la voiture devient le moyen privilégié pour s'y rendre. J'évoquais Narbonne et on en reparlera parce que moi ça m'a vraiment marqué à quel point voilà, je me sentais démuni et un petit peu privé de libre arbitre parce que quand je suis enfant et que je conduis pas, bah, j'ai pas accès comme je l'entends à ces espaces. Et du coup, c'est très lié au déplacement des parents. Et à ce que les parents vont rechercher comme praticité dans ces lieux et où du coup ben, on est complètement lié à eux et on n'a du coup pas trop le choix de suivre leurs faits et gestes et où parfois il y a cette frustration aussi ce qui s'installe où on y va pour faire les courses et juste à côté il y a un magasin dans lequel on adorerait aller mais bah non parce qu'il fait pas partie du trajet qui a été déterminé. Bon j'ai déjà un peu dévié mais effectivement la voiture est complètement liée. Alors je pense que à ce stade-là il faudrait peut-être introduire une question qu'on voulait absolument introduire pour le premier épisode. Après s'être posé la question de pourquoi on avait envie de s'intéresser à ces espaces-là, c'est la question de comment on définit un petit peu à notre manière ce qui est une zone industrielle et une zone commerciale, qu'est-ce qui les différencie et
un petit peu peut-être introduire une autre définition qu'une définition, comme tu le disais avant qu'on commence à enregistrer, purement historique, purement géographique ou autre, parce que on n'est pas historien, on n'est pas géographe, on n'est pas du tout là pour donner une définition scientifique de tout ça, mais plus notre manière de voir ces espaces-là, peut-être plus précisément avant de continuer, parce que ça peut être une définition justement peut-être plus singulière parce que plus personnelle. Du coup, toi, comment si quelqu'un te demande, mais en fait, c'est quoi que tu appelles une zone industrielle ou une zone commerciale, je comprends pas ce que tu veux dire, parce que tu disais tout le monde, mais je pense que justement, tout le monde n'a pas fréquenté ces espaces-là. Beaucoup Oui, de gens dans notre entourage, parce qu'on vient de ces c'est espaces-là, vrai. mais je pense que je connais, mine de rien, des gens que j'ai rencontrés au fil de ma vie qui sont étrangers à ces espaces-là, parce que, par exemple, eux-mêmes n'appartiennent pas à cette France périphérique d'un point de vue purement géographique. Quelqu'un qui est né à Paris ou qui est né à Lyon et qui a fait toute sa vie à Paris ou à Lyon peut, à mon avis, avoir vécu sans fouler le sol d'une zone commerciale. Donc Oui, comment tu bah, définirais ça? tu l'as amorcé, mais c'est évidemment le périphérique, quoi, ou la périphérie qui détermine essentiellement ces lieux-là. C'est-à-dire que pour moi qui viens une moyenne ville ou une petite moyenne ville même, c'est vraiment l'espace qui est même très presque complètement délimité géographiquement par une sorte de frontière, tu vois. Et c'est le fameux rond-point qui mène à la zénith, quoi, parce que ça aussi, enfin, c'est quand même souvent un rond-point qui introduit le truc. Mais oui, c'est évidemment la périphérie ou l'espace périphérique ou l'espace frontalier du centre-ville. Et comment définir d'autres? Eh bien, Il y a un truc qui est drôle parce que tu parles des ronds-points et ce qui est intéressant c'est que les ronds-points en France sont arrivés quand même assez tard en fait. Parce que si tu demandes à tes parents ou à tes grands-parents, ils vont te parler des premiers ronds-points en France. Quand ça s'est vraiment démocratisé, je dirais peut-être dans les années 80 en France, où vraiment ça va se développer hyper fortement. Et d'ailleurs, je crois que la France est un des pays qui compte le plus de ronds-points dans le monde. j'ai- Euh, mais où, par exemple, mon père, que je salue s'il nous écoute, les ronds-points, c'est un truc qui est un peu contre nature dans sa manière de conduire parce que il a dû réapprendre à conduire avec beaucoup de ronds-points parce que quand il a appris à conduire, il n'y en avait pas autant. Et c'est marrant de voir que le rond-point, qui est un truc assez récent, est lié aussi à ces zones qui émergent en France à une époque assez déterminée. Une nouvelle fois, on va pas en faire l'histoire, mais c'est un truc qui est très lié à la modernisation de la France, qui se fait à plein de niveaux dans les années 70, peut-être même 60, on peut avoir des prémices, et où du coup le rond-point en est une espèce de totem jusqu'au bout, puisque ouais. souvent on commence peut-être à repérer au loin une zone commerciale à partir du totem du Buffalo Grill qui se dresse fermement à l'entrée et qui donne une espèce d'horizon et ouais, Ouais, de piste à complètement. suivre. Et bon, d'ailleurs, en planchant un peu sur l'émission, on a pu. Enfin, je sais pas si tu as entendu parler de ces fameuses lois de la décentralisation qui, en fait, ont tout bonnement donné aux maires des villes le droit de donner un permis de construire, chose qui était avant réservée à l'État. Et je trouve que la loi porte mais magnifiquement son nom. Enfin, je sais pas si on peut mieux faire parce que c'est vraiment ça, décentralisation et finalement pour construire dans quelque chose qui est pas du tout dans le centre. Et donc je définirais euh, les zones dont on parle comme vraiment quelque chose qui n'est pas du centre, quoi. Et ça, c'est vraiment pour moi le truc essentiel. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on y trouve qui ne fait pas partie du centre, justement? Mais ça, c'est une bonne question. Parce que finalement, on trouvera évidemment tout ce qui est magasin franchisé, quoi, mais qui trouve-t-on de plus finalement dans le centre? Je sais pas. Mais en fait, ce qui est Je sais assez même pas ce facile. qu'on va y chercher en fait. Je sais même pas ce que. Oui, qu'est-ce qui nous pousse à aller là? Je sais vraiment pas. Bah, déjà, pour prendre l'exemple des zones commerciales, et puis après, peut-être on parlera rapidement des zones industrielles, mais les zones commerciales, souvent, mettent à disposition des magasins qu'on ne trouve pas au centre,
pour des raisons par exemple de superficie. Donc Oui. pour le cas des villes, quand il y a des petites zones commerciales légèrement excentrées, on va trouver les Ikea typiquement, qui sont des magasins qui ne peuvent pas se déployer dans les centres-villes. Et après il y a tout un tas d'enseignes qu'on ne voit quasiment pas en centre-ville, et on peut les découper un peu en catégories. Là on va pas le faire en détail parce que ce sera on va le faire plus tard en observant une zone précise. Mais par exemple, on va avoir des magasins de vêtements, des restaurants, voilà, plein de catégories de magasins. Et typiquement, les restaurants, c'est des restaurants qu'on ne trouve pas en centre-ville, globalement. Ou, à part quelques exemples, des McDonald's, des grandes franchises comme ça, on va trouver des restaurants qu'on ne peut pas fréquenter en centre-ville. Et inversement, il y a certains types de restaurants typiques du centre-ville ou typiques même de n'importe quel lieu urbain, même des petites villes, qu'on va pas trouver dans les zones commerciales. Donc là, on peut citer Courte Paille, la pataterie, la boucherie, qui sont voilà, ces magasins franchisés. Poivron vert. Comme lequel? Poivron vert. Voilà, Poivre Vert par exemple. Non, Poivre Rouge. Ah oui, bravo. Je me disais, je connais même pas celui-là, j'ai jamais testé. Mais ça, t'en trouves pas en centre-ville. T'auras jamais Place Bellecour, un Poivre Rouge ou un Courte Paille. Ouais. Et donc ça donne aussi des bâtiments très spécifiques. Mais ce qui est étonnant, c'est de se déplacer pour aller manger dans ces magasins qui finalement sont cheap, de mauvaise qualité, et où, enfin, je sais pas, mais il y a un côté, l'esthétique est complètement niée, tu vois, du paysage. Tu vas pas au restaurant pour profiter d'une table, etc. Enfin, tu vas pour profiter d'un truc où tu peux. Je sais pas, après c'est peut-être des motivations de prix, hein, finalement, que c'est aussi simple que ça, tu vois, c'est peut-être des motivations de prix qui font que les gens vont dans ces magasins franchisés, mais c'est quand même très étonnant de se dire, tiens, mais pour passer un bon moment, je vais aller dans une ZAD. Ouais, alors que ça exige de prendre la voiture, de faire un déplacement assez long, et moi j'ai connu des cas où on prend la voiture. Donc moi la zone commerciale la plus proche qui était de chez nous était à 20-25 minutes de route, et des fois on allait faire ce trajet aller-retour juste pour manger à Buffalo Grill. Ouais. Ou alors typiquement, et ça on en parlera dans un autre épisode, mais les buffets à volonté asiatiques, qui sont aussi vraiment c'est vraiment central dans les zones commerciales, parce que c'est aussi une manière de, en fait il y a plein de trucs, il y a une esthétique comme tu le disais, ou une non esthétique, mais aussi une manière de consommer qui est propre à la zone commerciale. Et il y a en centre-ville tu peux pas manger à volonté et te gaver comme ça, c'est pas possible. Mais dans une zone commerciale tu peux avoir ce type de consommation qui est d'une absurdité absolue quand tu réfléchis. Mais on parlera promis, on fera un épisode spécial restaurant à volonté parce que la notion même d'à volonté est quand même incroyable. Non, oui, c'est clair. Alors du coup, c'est quoi la grande différence avec une zone industrielle? Ça peut paraître évident, mais c'est vrai qu'au début, quand on commençait à en discuter, on parlait que de zone industrielle. Mais finalement, c'est très différent des zones commerciales. Et moi, personnellement, les zones industrielles m'intéressent un peu moins. Je sais pas comment tu distingues, toi. Bah, dans les zones industrielles, effectivement, va pas y avoir forcément de franchise, et puis elles seront surtout pas construites pareil, et elles seront peut-être moins finalement reconnaissables. Enfin, je veux dire, tu parlais du totem Buffalo Grill, que je pense, enfin, qui est l'icône peut-être même des autres commerciales, alors que dans les zones industrielles, oui, il y aura pas ce côté reconnaissable ou oui, voilà, reconnaissable, quoi. Puis Alors, la zone industrielle aussi se base beaucoup moins sur l'idée de consommation, c'est quand même plus un espace d'usine par exemple, autour desquels parfois se sont construits des commerces qui vont peut-être d'abord s'adresser justement à la population ouvrière, et où en fait ça a donné des espèces de proto-zones commerciales autour des usines. Et il y a des fois il y a ce truc étrange où on a une zone commerciale qui a émergé autour d'une zone industrielle, et où donc on a un mélange d'usines et de magasins. Mais à la base, la zone industrielle, moi je l'associe vraiment à la zone d'usine, et ça on en trouve dans des plus petites villes, alors que la zone commerciale, souvent ça va être attaché à une grande ville, évidemment en marge, et ça va en fait venir polariser toutes les petites villes environnantes, comme un peu un aimant qui va attirer la population de toutes les petites villes autour, et où en fait la zone commerciale elle est construite près d'une grande ville, mais elle s'adresse à
toutes les petites zones urbaines qu'il y a autour. Alors que la zone industrielle, souvent, peut émerger d'une ville plus petite et où on va avoir, moi dans le village, enfin dans la petite ville où j'ai grandi, il y avait une petite zone industrielle où il y avait une usine de métallurgie, il y avait une boîte qui vend des tondeuses et des tronçonneuses, du matériel comme ça de jardinage, du gros matériel. Il y avait une usine qui fabriquait des palettes, des choses comme ça. Mais Ouais, ça s'adressait moins à un consommateur, en fait, c'était moins des ouais, ouais. zones pour les familles. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que souvent les zones industrielles sont des espaces de semaines, et en week-end, ça peut souvent être quasiment mort, justement. Alors que les zones commerciales, c'est un peu plus l'inverse. La semaine, c'est peut-être un peu plus terne, alors que le week-end, c'est là où, justement, en fait, la zone commerciale, son apogée, c'est le samedi après-midi, quoi. Il y Ouais, a une bien sûr. espèce de 4 heures pendant lesquelles elle prend vie complètement, quoi. Et puis sur ce que tu disais, effectivement, les zones industrielles s'adresseront à un, comment dire, à un certain type de population. Et je trouve aussi que, peut-être là, on revient sur une manière de définir la zone commerciale, mais la zone commerciale, alors je pense, c'est une idée que je lance, hein, je sais pas ce que tu penses, mais il y a un peu cet idéal de déclassement, c'est-à-dire que de déclassement, comment dire, à l'américaine, c'est-à-dire où il y a plus de classe sociale et en même temps finalement ça marche pas parce qu'on sait bien finalement que ça s'adresse à un certain type de classe, à savoir globalement les classes moyennes, je pense. Mais finalement, du fait même qu'elles soient des lieux de passage, essentiellement des lieux de passage, disons, je pense que les zones commerciales, dans leur idée, dans leur concept, euh, ont la prétention de s'adresser à tout le monde et pas à une catégorie de population en particulier, à savoir les prolétaires ou les travailleurs, quoi. Oui, non, Et moi, mais je trouve vraiment, par contre, que les zones commerciales ont cette prétention à s'adresser à tout le monde et que du coup, ça donne un truc très bizarre. Parce que, tu vois, je veux dire, dans un centre-ville, euh, on sait, on sait immédiatement quel quartier s'adresse à quelle classe. Tu vois, par exemple, Paris, on sait que le 16e, c'est pour les riches. On sait que le 19e, c'est pour les pauvres. Et dans les zones commerciales, vu qu'il n'y a plus cette distinction euh, architecturale, j'ai envie de dire, mhm. et puisque tout se ressemble finalement, et puisque tout est franchisé, ben, du coup on reconnaît plus les marqueurs sociaux comme ça. On n'a plus d'indice de la classe sociale. Oui, puis il y a l'idée d'exhaustivité dans ce qui est proposé, c'est-à-dire que on a un peu cette Oui, proposition de exactement. vous avez tous les services dont vous avez besoin et à plusieurs niveaux, parce que tu peux avoir des commerces un peu plus huppés que d'autres, entre guillemets, ou des magasins, même pas des commerces, c'est des magasins, on peut à peine parler de commerce en plus à cette échelle. Ouais. Euh, et où en fait, t'as un peu ce fantasme de, en fait, la zone commerciale, tu peux y passer la journée entière. Et bon, moi, c'est une idée que j'aurais peut-être préféré introduire plus tard, mais finalement, la zone commerciale est une espèce de contre-champ au centre commercial, en fait. Donc, Avec cette idée que tu peux ouais. y passer la journée. Avec à chaque étape de la journée un magasin qui se prête à être fréquenté, quoi. Et avec Mais je veux aussi dire quand cette même quelque idée chose. que chaque classe sociale peut trouver ce qu'il vient chercher. Et par Ouais. exemple, on pourrait parler des restaurants, mais il y a quand même, mine de rien, un certain écart entre Poivre Rouge, Courte Paille, McDo, et il y a déjà une hiérarchie des restaurants. Même si Non, mais puis globalement, même quand tu penses, c'est complètement absurde parce que tu peux avoir un concessionnaire, disons Volkswagen, et un peu plus loin, Thanos ou Kiabi. Enfin, quand ouais, on y pense, c'est assez absurde. Et tout ça est juste à côté. et il y a Audi, enfin par exemple, les concessionnaires, t'as parfois les marques complètement Ouais. associées au haut de gamme et qui ont assumé cette catégorisation-là. Euh, pour le coup, toi, t'as choisi une zone commerciale. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qu'on fera systématiquement à chaque fois, de prendre une zone commerciale et d'en discuter, mais on s'était dit que pour cette fois-là, on allait en choisir une. Alors, laquelle as-tu choisi? Pour quelle raison? Est-ce que tu peux nous la présenter très rapidement, ne serait-ce que géographiquement, pour que les gens puissent la situer en France? Alors, normalement, si vous regardez ce podcast sur YouTube, normalement, il sera posté sur YouTube. L'image que vous avez tout le long du podcast qui s'affiche, c'est une vue Google satellite de cette zone que Thomas a donc choisie. Oui, donc bah, on part au Far West, puisque c'est la zone de...
alors j'ai peur de l'écorcher, mais c'est la zone de Kergaradec qui est pas très loin de Brest, qui même appartient à la ville de Brest, ou du moins le Grand Brest, et qui se situe du coup en Bretagne, dans le département des Finistères. Et donc pourquoi je l'ai choisi? Bah écoute, de manière très concrète, parce que je lisais un article sur les zones industrielles et qu'elle m'avait paru assez drôle, et que j'aimais bien ce nom à consonance bretonne. Et alors, c'est quoi l'article que tu lisais? Alors c'est un article de Télérama qui s'appelle La France moche, ou comment la France est devenue moche. Ah ouais, d'accord. L'article est aussi méprisant que le titre ou pas? Bah figure-toi que non, finalement, il y a Ok. pas mal d'informations assez intéressantes. Ok. Alors, nous, ce qu'on trouvait assez fascinant, c'est que une fois que bah, tu m'as dit, vas-y, on va parler de cette zone, on s'est, sans se concerter, tous les deux heurtés à une forme de questionnement. C'est, mais en fait, comment on décrit une zone commerciale? Surtout qu'on n'y est pas, on peut pas y aller, c'est un peu loin de nous là pour l'instant. Et surtout, il y a deux choses, c'est que nous, du coup, on a plutôt accès à la vue Google satellite Ouais. de cette zone, alors que être au niveau du sol dans une zone commerciale, c'est une manière complètement différente de l'appréhender, de la parcourir, etc. Et en plus, chose assez intéressante, on n'a quasiment pas accès à Google Street View dans les zones Ouais. commerciales. Donc Google Street View, vous savez, c'est cette vue Google qui permet de voyager en 3D dans les zones, dans plein de zones du monde, dans des rues, etc. Et de se déplacer un peu comme si on était à la première personne, et c'est enregistré par la Google Car, qui est une voiture avec un appareil photo 3D sur le dessus. Et elle va pas partout, cette voiture. Et en général, elle va pas dans les zones commerciales. Du coup, on a un point de vue particulier parce qu'on a un point de vue très géographique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a une vue de dessus et on voit l'agencement topographique de loin, mais on n'a pas accès aux entrailles de la zone puisqu'on n'a pas pu y circuler. Voilà, c'est une petite précision, mais qui pose quand même cette question de, bah, en fait, comment on décrit une zone commerciale? C'est pas si simple. Alors celle-ci, elle a quand même pour particularité d'être à la confluence, on va dire, de deux ronds-points et de deux zones d'accès particulières, qui sont la D788 et la D112, qui sont donc deux départementales assez importantes dans la zone de Brest, et qui se présentent comme une rocade. Alors aussi, la rocade et le mot même de rocade est un mot assez... quand on pense à rocade, on pense à zone commerciale, quoi. Et donc, voilà, comment on décrit une zone commerciale? Alors, je sais pas si on va arriver à bien la décrire, mais en tout cas, il Mais y a... alors, même aussi un truc, je sais pas si c'est présent dans tout, ce serait intéressant de s'y intéresser, mais tu vois en fait finalement une délimitation mais très claire entre ce que le reste et elle, c'est-à-dire qu'en fait après le rond-point, on a immédiatement la nature, enfin Oui, le rond-point qui est au nord, ouais. Le ce qui rond-point de la, ressemble. la D788, effectivement, la route agit comme une frontière, mais c'est vraiment littéralement une Ouais. frontière de western, hein. C'est très très Oui, net. oui, mais c'est clair, hein. C'est-à-dire que... Mais tu vois, non mais j'allais digresser sur Non, Paul vas-y, Sanchez. non, vas-y, vas-y. Non, mais pour revenir à ce dont on parlait au tout début, c'est-à-dire Paul Sanchez est revenu, finalement c'est pas si innocent que ça. Je pense qu'elle ait repris des traits du western euh, dans Ou- son film, qui dissémine aussi des éléments de la zone commerciale, quoi. Que le western, c'est aussi construit sur The Frontier, enfin bref. Oui, mais de toute façon, je pense honnêtement qu'on pourra largement reparler en détail du film. Paul Ouais, Sanchez est revenu dans un autre épisode parce qu'en plus, il y a forcément un moment où on va aborder la question des faits divers parce que ouais, en France, il y a quand même eu un lien très fort entre les zones marginales, les zones commerciales et les faits divers. Et on avait l'affaire Jean-Claude Roman et l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès en tête parce que bah, Jean-Claude Roman, c'est quelqu'un qui a quand même passé une immense partie de sa vie sur des aires d'autoroute. Et Xavier Dupont de Ligonnès, c'est quelqu'un qui a disparu dans un Formule 1, qui est un des types de services qui est complètement lié aux zones commerciales et aux zones de marge. Les Formule 1, c'est des hôtels typiques de ces zones-là. Donc ouais, mais tu vois, on en je suis en parlera. train de regarder, là je tombe sur Hôtel Première Classe.
Ouais. B&B Hotel, enfin, ça rejoint ce que tu dis. Je sais pas s'il y a un Formule 1 dans celui-là, mais Alors, effectivement, l'hôtel bas de gamme, ouais, on pourrait dire comme ouais. Il y a les ça. Kyriades, les Formule 1, les Ouais, B&B, ouais, les Ibis. Alors Ibis, ils ont différents types de classes malgré tout, mais ouais. Oui, c'est vrai, il y a Ibis Hotel. il y a- Euh, oui, je crois que c'est ça, hein. Alors je vois aussi qu'il y a un espace Emmaüs. Alors ça c'est marrant parce que pour le coup, Ouais, c'est un nom très étrange. les Emmaüs, moi je les connais pas dans les zones commerciales en général. C'est des espaces effectivement marginalisés, mais tous les Emmaüs qu'il y a autour de chez moi, c'est des Emmaüs qui ont investi des anciennes usines par exemple. Et Ouais, d'ailleurs, bah, petite anecdote, l'Emmaüs le plus proche de chez moi est le plus grand de France en termes de superficie. C'est un Emmaüs qui est absolument géant si personne s'en charge, il faudra un jour que quelqu'un fasse un film sur ce Emmaüs parce que c'est vraiment un endroit assez incroyable. Wiseman, à mon avis, pourrait vraiment faire un très beau film sur ce Emmaüs parce qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment de la matière en termes de mouvement, en termes d'espace, en termes de la gueule des bâtiments, c'est incroyable. Bref. Euh, alors, est-ce que tu vois d'autres singularités? Il y en a quand même une oui, qui est vraiment, vraiment étonnante. C'est moi, que, il y a la maison d'arrêt. ouais, déjà. Ça, c'est quand même assez fou, quoi. Et alors, Parce que moi, pour le coup, pareil, les prisons que je connais ou que j'ai pu voir ne sont pas du tout dans ces zones-là. pas de l'intérieur, hein, je précise quand même. Non, oui, pas à l'intérieur, pas encore. Bah, en fait, ça rejoint quand même une des singularités de cette zone commerciale de Kargaradek, c'est le fait qu'elle est au nord, effectivement, on a une frontière très très nette, mais si vous reprenez l'image qu'on a prise de Google, en même temps, quand tu vas vers le sud, la délimitation avec la zone urbaine, donc les habitations, etc., est vraiment pas nette du tout, justement. Et on a Ouais, c'est l'impression, vrai. en fait, il y a une grosse porosité entre les deux et on n'arrive pas à voir la limite. Et en fait, quand tu descends, il y a de moins en moins de magasins, mais hop, il y a un McDo, il y a un Burger King. Et au final, il y a un truc assez fascinant parce que on ne sait pas à quel moment on glisse de la zone commerciale à la zone urbaine. Et si ça se trouve, il y a même des endroits un peu étranges où il y a des habitations, des gros immeubles et des bâtiments de type zone commerciale, parce que quand on parle de la description, il y a un truc pour le coup qui est essentiel quand on parle de zone commerciale en termes d'aspect visuel et de description, c'est que les magasins sont des hangars. Ça c'est vraiment systématique, La tôle. c'est de la tôle, c'est clairement du hangar, et même il y a un truc fascinant, c'est que des fois tu arrives au bout d'un magasin, et en fait tu tapes, et c'est vraiment juste de la tôle, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de mur entre les deux, c'est vraiment, t'as la tôle qui fait quelques centimètres, et derrière c'est l'extérieur. Et devant toi t'as les bouteilles d'eau, t'as le rayon, etc. C'est très très particulier. Après aussi, ce qui est finalement étonnant dans celle-là, mais moi je te l'avais déjà signalé, c'est oui finalement que l'EHPAD ne soit pas très loin. Et ça, je trouve ça aussi très très bizarre. Euh, ou du moins assez étonnant parce que il se situe dans l'ouest, je crois, si je vois bien. C'est au nord, ouais, au nord-ouest de la zone, ouais. Ouais, au nord-ouest de la zone, du coup, il y a cet EHPAD. Et bah pareil, pour moi, c'est quand même assez étonnant, parce que normalement, les EHPAD, moi, je ne suis pas dans ces lieux-là. Et je trouve que ça dit beaucoup, finalement, sur le fait qu'il y a un EHPAD à côté d'une zone commerciale. Ouais, alors, C'est même pas trop mal, parce que les EHPAD aussi sont quelque part des hôtels cheap, malheureusement. ouais. Et bon, ça dit aussi quelque chose sur la fréquentation du public, et aussi les vieux, quoi. Les vieux sont aussi très ciblés par ces zones-là, quoi. La question c'est qui de l'EHPAD ou de la zone commerciale est arrivé en premier? C'est-à-dire que est-ce que la zone commerciale s'est construite indépendamment de la présence de cet EHPAD ou est-ce que l'EHPAD s'est construite là parce que construit d'ailleurs parce que EHPAD c'est masculin. Est-ce que l'EHPAD s'est construit à partir de la zone commerciale comme une espèce d'extension logique du public visé entre guillemets pour rebondir sur ce que tu disais. Et il y a aussi quand même une polyclinique hein, qui est vraiment. Ouais, c'est vrai. Vous avez un Leclerc. Et en fait, vous avez donc la D112 qui passe et qui vraiment charcute le territoire, donc vraiment agit comme une frontière. Et juste de l'autre côté, vous avez une énorme polyclinique avec
des médecins, vous avez un gynécologue, enfin voilà, vraiment une polyclinique classique, quoi. Vous avez plein de corps médicaux. Et vraiment, vous avez juste la départementale entre les deux. Alors, je reviens juste sur l'EHPAD. Voilà, c'est vraiment très, très drôle, quoi, quand même. Parce qu'il s'appelle Manoir de Kérodren. C'est vrai. Manoir, quoi. Ce qui est évidemment pas, je veux dire, propice à la zone commerciale. Qui est un truc comme ça, une dénomination reconnaissable, Ouais. manoir, quoi. Et alors là, une question typiquement à laquelle on peut pas répondre avec le point de vue qu'on a, c'est est-ce que l'EHPAD surplombe la zone commerciale comme un manoir, justement? Ouais, comme le château de Dracula, quoi. Ou alors moi j'avais la maison hantée de Disneyland en tête qui surplombe le train de la mine. Euh, Est-ce qu'il y a un ou deux types de magasins particuliers sur lesquels tu voulais t'arrêter? À chaque fois, on aura l'occasion de parler de différents types de magasins, des souvenirs qu'on peut y avoir, des choses que ça nous inspire. Non, mais bah, pas forcément, mais ça me fait plaisir enfin, plaisir. Oui, quelque part, ça me fait plaisir de voir que le VNB, qui était le bar dont j'ai parlé dans mon anecdote au début de l'émission, bah, s'y trouve. Donc, non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le De revoir. voir que finalement, c'est partout. C'est partout en France qu'on y trouve ces VNB. Alors toi, je crois que par contre, tu voulais t'arrêter sur un magasin. Bah oui, parce que c'était un signe du destin quand j'ai ouvert Google Maps pour voir la zone. Il y a deux magasins qui se sont affichés tout de suite. C'est un des magasins qui est vraiment central. C'est un Conforama. Bon, voilà, très classique. Je sais pas toi, mais moi perso, j'ai pas de souvenirs marquants dans des Conforama. Ça n'a jamais été un truc qui m'intéressait. Par contre, j'ai également vu qu'il y avait un Easy Cash, qui s'appelle d'ailleurs Easy Cash Brest, ce qui vraiment marque le fait que la zone est reliée à Brest, et que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en général, voilà, les zones sont un peu excentrées, souvent elles sont même pas dans les villes dont elles portent le nom, mais elles sont rattachées à ces grandes zones urbaines. Et voilà, donc les Easy Cash, c'est un type de magasin qu'on appelle plus largement les cash, ou les cash converteurs, etc. Donc il y en a plein, il y a plein de franchises, hein. Il y a Easy Cash, Planet Cash, je crois que ça n'existe plus, mais moi j'avais connu ça à l'époque, Cash Converter, Eurocash, où en fait c'est des magasins où vous pouvez venir pour acheter évidemment, mais aussi pour vendre. Vous pouvez vendre des biens en tout genre, etc., qui vont être revendus un peu moins cher, et donc c'est des magasins d'occasion. Où vous avez vraiment littéralement de tout et n'importe quoi, vous avez des DVD, des instruments de musique, des jeux vidéo, des consoles. Et moi, adolescent, j'y allais pour les DVD, et donc une énorme partie de ma collection de DVD vient de là, mais aussi pour les jeux vidéo, et donc les jeux vidéo récents ou rétro. C'est des magasins qui sont assez fascinants parce que ils n'ont pas de stock fixe, c'est-à-dire que vous y allez, vous allez avoir un certain nombre de trucs à vendre, et vous y retournez 2 mois plus tard, et le stock a complètement changé. Et donc c'est un petit peu une espèce de brocante avec un aspect lycée magasin, parce que ce qui est proposé à la vente est toujours différent, et donc vous pouvez tomber sur des pépites. Et moi j'ai des souvenirs hyper forts je vais dans un de ces magasins et je tombe sur un truc et je pète un câble parce que c'est juste incroyable de tomber là-dessus. J'ai par exemple ce souvenir du vinyle de Atom Earth Mother à 1€. Donc je l'achète et à l'intérieur il y avait le vinyle de Atom Earth Mother, et en fait il y avait un deuxième vinyle glissé dedans qu'on n'avait pas repéré, et c'était Dark Side of the Moon. Donc pour 1€, j'avais deux vinyles des Pink Floyd en parfait état. Et donc il y avait une espèce de... Je me dis, mais c'est la pépite, c'est le trésor, je suis un explorateur et je viens de tomber sur une espèce de merveille. Et donc toi, je sais pas si t'as déjà aussi fait des affaires mémorables dans un cash, dans un Easy Cash. Mémorable, je sais pas, mais comme toi, oui, moi aussi, j'ai fondé une bonne partie de ma collection DVD enfin, grâce à EasyCash. Et oui, je me souviens, quand j'aimais Tarantino à l'époque, d'avoir eu le fameux coffret Planète Terreur. Je pense que tu le connais. Planète Terreur et Boulevard de la Mort. Avec en bonus toutes les fausses bandes annonces de Edgar Ouais, Wright. exactement.
Donc j'avais eu ça. Je crois que j'avais eu certains Scorsese aussi, que pareil, j'aimais beaucoup à l'époque. Les Affranchis, qui étaient d'ailleurs dans un espèce de coffret assez particulier, qui n'était pas un DVD classique, une jaquette classique, quoi. C'était assez bizarre. C'était pas les jaquettes en carton Warner là? Mais si, exactement. Ouais, alors Warner avait lancé ça dans les années 2000 et les gens, les cinéphiles de l'époque, moi j'étais enfant donc je savais pas qu'il y avait ce débat, mais les gens détestaient ces jaquettes parce qu'elles étaient hyper fragiles. Mais non, mais elles étaient de fait très fragiles parce que je Et, l'ai cassé, cette jaquette. et Mais moi j'avais Harry Potter 2 par exemple dans cette édition, mais du coup je suis hyper attaché à ces trucs en carton, moi j'aimais bien, quand j'étais petit je trouvais ça original. En fait c'était une espèce de truc en carton pliable qui se refermait avec un petit loquet en ouais, plastique sur le côté. exactement. Et ouais, en cash, t'en avais beaucoup. En fait, blague à part, il y a un truc qui est assez sérieux là-dedans, c'est que moi je considère qu'une grosse partie de ma culture cinéphilique s'est fait à travers ces caches-là, parce que il y avait quand même un certain nombre de films qu'on trouvait facilement là-bas, et qui sont un peu des classiques. Je pense par exemple les Scorsese, Les Affranchis, c'est un film, vous êtes quasiment sûr de trouver Les Affranchis en allant dans un cache. Alors Ouais. évidemment, ces genres de magasins, il faut jamais y aller avec une idée trop fixe en tête, parce qu'on n'est pas sûr de trouver ce qu'on va chercher. Mais il y a certains films où vous êtes quasiment sûr de les trouver, et au final, moi je sais qu'il y a énormément de classiques que j'ai vus à une époque où je téléchargeais pas, parce que je savais même pas faire, j'étais trop jeune, et c'était des DVD qui étaient à 1€, 1,50€, et il y a plein de classiques comme ça que j'ai découvert jeune parce que ils étaient dans ces magasins, je les avais achetés, je les avais regardés, et Tarantino, Scorsese, je les ai découverts par ce biais-là. Mais Et même Jacques Tati, je me souviens que j'avais acheté mon oncle dans une vieille édition pourrie, mais dans un cache, et j'avais découvert mon oncle grâce à un DVD acheté dans un Easy Cash, quoi. et parlant de ça, je vois que. Et là aussi, élément phare de la zone commerciale, mais d'ailleurs ils sont plus récents, je pense. Euh, les Nose. Dans les Nose aussi, moi j'ai trouvé des DVD de ouf, hein. J'ai trouvé des Mais... vieux westerns, j'ai trouvé, je crois, les trois couleurs de Kieslowski, Ouais. ou Alors, des trucs comme ça. Mais alors Nose, c'est complètement différent d'un Easy Cash ouais, quand puis je même. pense que Nose, il faudrait faire un épisode à part entière. Enfin, en tout cas, on en parlera peut-être dans un autre épisode, parce que les Nose, moi, c'est un truc où ouais, j'ai plein de choses à dire dessus. Mais alors, Ouais, juste moi aussi. pour Juste rebondir que j'en là-dessus, vois un là. Nose, moi, j'ai déjà trouvé du Wang Bing, du Tsai Ming Yang dans des Nose, Sérieux? bien sûr. Ah ouais, non, Euh, moi j'ai pas trouvé. du Godard assez rare, et j'ai même, un jour, je suis tombé sur un catalogue d'exposition sur le numérique du centre Pompidou, avec des textes inédits de Godard, Anne-Marie Miéville, Farouki, etc. Et il n'y avait pas de prix, Wow. il y avait pas de prix dessus en fait. Et c'était un catalogue, voilà, de l'exposition. Mais bon, un catalogue, c'est pas juste un catalogue d'exposition. Quand le Centre Pompidou ils font ça, ça devient un livre vraiment avec des belles ressources de textes, Mm. d'images. Et en fait, comme il n'y avait pas de prix en caisse, ils me l'ont encaissé un peu au hasard et je l'ai payé 80 centimes. Et c'est vraiment un super beau livre. Et vraiment, Nose, il y a ce truc improbable où effectivement, il y a un ami de mon père qui a une fois employé cette expression qui m'a marqué parce qu'elle est très vraie. C'est à Nose, tu peux trouver une très belle bouteille de vin, mais il faut accepter de fouiller sous une montagne de string. Et c'est vrai que souvent, Mais c'est vrai. c'est tellement mal rangé que À un voilà, moment, c'est anarchie, enfin, c'est complètement anarchique. des fois j'ai trouvé des DVD, enfin moi j'ai ce souvenir par exemple marquant où je fouille dans un truc où je fouillais machinalement et genre c'était des gamelles pour chiens et dessous je trouve un Guiraudy et ce vieux rêve qui bouge, voilà. D'ailleurs c'était le DVD de ce vieux rêve qui bouge de Guiraudy, 50 centimes sous des gamelles pour chiens, et j'étais très content. Mais Pour revenir au ouais, cash, il y avait un truc que j'avais tu disais qui j'avais ça, hein. était... Ouais, c'est que on en parlait en début, mais avant l'enregistrement, mais dans les Easy Cash, qui sont donc des magasins franchisés, tu l'as dit, tu as quand même aussi ce truc de euh, l'intérieur même est franchisé et le contenu même du magasin est franchisé. Que toi comme moi, on est tous d'accord que, ben, on disait, on a trouvé des Tarantino, des Scorsese, mais on a aussi trouvé dans ces magasins-là des DVD, et je suis prêt à parier qu'ils sont dans tous les Easy Cash de France, qui ne se vendent jamais. Et moi, mon exemple phare, c'est Minority Report de Spielberg. Alors celui-là, tu le trouves partout. Et Identity de Mangold, pareil. Hmm. Et donc, c'est assez fou quand même de voir que même l'intérieur d'un magasin qui est normalement est censé, comme tu disais, n'a pas de stock en propre, finalement, on retrouve
le même contenu, quoi. Mais en fait, c'est fascinant parce que tu te poses des questions sur qui les a vendus et qui va les acheter. Et en fait, Ouais, il y a un truc assez surprenant, par exemple, par rapport au fait que tu vas trouver des DVD que tu n'as jamais vus dans le commerce ailleurs. Tu les as jamais vus à la Fnac, tu les as jamais vus oui, à Cultura, etc. Tu les as jamais vus même sur Amazon, etc. Et tu te dis, mais d'où sortent ces DVD? Et moi, j'ai des souvenirs où j'achetais des vieux nanars en DVD et l'éditeur, j'en avais jamais entendu parler. Si ça se trouve, il existe même plus. Si ça se trouve, ils ont édité qu'un seul film, etc. Moi, l'exemple que j'avais par rapport à ça, c'est un film qui s'appelle Maniac Trasher. Que j'ai acheté un jour parce qu'il était en tellement d'exemplaires, j'étais en mode mais il faut que je l'achète, il y a forcément un truc avec ce film. Et où par contre, quand moi j'ai allé dans un cache, n'importe quel cache où j'allais, il était toujours au moins en 5 ou 6 exemplaires. Toujours. Et en fait, c'est une pochette qui est hyper moche, vous pouvez rechercher sur internet, c'est le visage d'un vieux mec en train de gueuler, enfin c'est avec le titre en rouge en haut, il n'y a aucun effort d'un point de vue graphique. Et je me dis, mais d'où sort ce film? Et en plus, d'où sort le DVD? Qui l'a édité? Qui l'a acheté? Parce que s'il est là, c'est forcément qu'il a été revendu par quelqu'un qui l'a acheté pour le voir, qui l'a vu et qui l'a revendu. Mais si tout le monde le revend, est-ce que c'est que le film est mauvais? Bah tu vois, tu parlais de Minority Report. Minority Report, c'est un film apprécié. Pourquoi le DVD se trouve en autant oui, oui, d'exemplaires? non, oui. Est-ce que c'est que le film a été particulièrement acheté? Parce qu'on trouve pas autant de Bienvenue chez les Ch'tis que de Minority Report, alors que Bienvenue chez les Ch'tis, c'est un film qui s'est vendu comme des petits pains en DVD. Ouais, non, mais exactement. Du coup, tu pourrais te poser la question de qui a foiré l'édition DVD de Minority Report ou qui a trop surchargé le stock de DVD de Minority Report, quoi. Ou alors pourquoi les gens qui l'ont acheté l'ont détesté massivement au point de le revendre. Oui, Alors c'est quoi du coup une cinéphilie de cash? C'est-à-dire des gens qui achèteraient des films que en cash, parce que ça existe sans doute, ça veut dire qu'ils ont pas accès à certains films, qu'ils ont accès qu'à un stock finalement qui se renouvelle peut-être pas tant que ça de films. Je suis curieux je serais curieux de savoir est-ce qu'il y a des gens qui ont intégralement fondé leur culture cinématographique sur ce qu'ils ont acheté en cash. ce serait vraiment très très intéressant, ouais. Parce qu'en même Non, mais temps, c'est une vraie question. C'est ce que c'est. Ah oui, aussi, un truc qu'on dit, c'est que c'est un truc qu'on a peut-être pas assez souligné, c'est que c'est vraiment vraiment pas cher quand même aussi. oui, alors même si les prix ont malheureusement augmenté et que maintenant, par exemple, on n'a pas parlé des jeux vidéo, mais c'est vrai que moi aussi, une grosse partie de ma collection de jeux vidéo, que ce soit des récents ou rétro, puisqu'on faisait la collection des jeux rétro avec ma sœur, à une époque c'était vraiment la mine d'or parce que ils avaient aucune connaissance des prix et donc tu trouvais des jeux hyper rares à des prix dérisoires. Genre ma sœur a acheté un Super Mario Bros 3 en bon état à genre 5 ou 6 euros, tu vois, sur NES, alors que le jeu en vaut beaucoup plus. Et maintenant, ils se sont vachement alignés sur les prix d'internet. Ouais. Et tu sens qu'ils fonctionnent à l'Argus un peu, enfin, ouais, des espèces d'Argus de jeux vidéo ou autres. Et les prix maintenant sont un peu plus uniformisés. Mais sinon, Je, oui, c'est vrai que c'est pas cher à la base. Et c'est le but du truc. je viens d'avoir un flashback, mais je sais pas si je peux raconter ça. Mais... Essaye à au une, pire. à une époque, je voulais vraiment devenir. C'est un peu honteux. Je voulais vraiment devenir DJ. Et je me souviens, parce que quand même, il y a un rayon cash, il y a un rayon, comment on appelle ça, électronique, Ouais. musique, etc. Tu peux trouver des claviers, des guitares, Des etc. amplis, il y a toujours plein d'amplis. Il y a toujours des mecs qui testent les amplis et qui mettent du son hyper fort dans les caches. Et je me souviens qu'à cette époque où je voulais devenir DJ, j'avais trouvé un éclairage, mais vraiment rincé, enfin le truc vraiment, tu vois, DJ de mariage, mais alors sous DJ de mariage, tu vois, vraiment. Et j'avais trouvé cet éclairage qui se calait, je ne sais pas par quel procédé électromagnétique, mais au rythme de la musique que tu fais. Il y avait une lumière rouge et une lumière bleue qui suivaient le tempo de la musique que tu passais en même temps. Et c'était très très drôle. Voilà, c'est un souvenir d'achat aussi que j'ai fait dans un Easy Cash. Mais oui, mais c'est trop Enfin, bien. C'est trop bien parce que c'est le genre de truc, c'est tellement spécialisé que c'est soit tu l'achètes justement dans un magasin spécialisé, pardon, et en fait tu vas dans le magasin pour acheter ça, soit au contraire tu tombes dessus un peu par hasard et limite tu te découvres une passion. Et moi je suis sûr qu'il y a des mecs qui se sont découverts des passions parce qu'ils ont eu un flash sur un objet dans un cache, ils l'ont acheté et c'est devenu le centre de leur vie. Genre je suis sûr qu'il y a des mecs qui ont acheté des guitares électriques hyper pas chères dans un cache parce que justement c'était pas cher, ils en ont profité et qui maintenant sont musiciens, tu vois. Je suis mais en sûr fait, qu'il y a des histoires comme ça. je me rends compte qu'Easy Cash, c'est la franchisation de la brocante.
Mais oui, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait c'est des brocantes, mais avec le look d'un magasin un peu plus propre, entre guillemets. Bon, même si c'est souvent le bordel aussi, hein, il faut le dire. Ouais. Ça fait partie du charme. Après, ouais, c'est un truc, voilà, on en reparlera quand on parlera de Nose, mais aussi ce que j'aime beaucoup dans les caches, c'est que la pépite se mérite, c'est-à-dire que c'est pas très bien classé, et Ouais. quand c'est classé, souvent les gens rangent n'importe comment. Donc les DVD, moi je me souviens que j'ai vécu la transition que c'était tout rangé n'importe comment, puis j'ai vécu la transition où les employés avaient essayé de faire du tri en classant par ordre alphabétique les films, les DVD, et en fait c'était quand même tout le temps le bordel, quoi. Et du coup, quand tu trouves quelque chose, c'est que t'as pris le temps de chercher, et moi, ma famille, c'était l'enfer quand on allait à Planète Cash, parce que je regardais tous les rayons en détail, je regardais chaque DVD, parce que je voulais surtout pas passer à côté de la bonne affaire, quoi. Ou alors vraiment tomber à côté, voilà, d'un film un peu rare, une édition un peu rare. Et en plus, ça te sensibilise vachement sur la question des éditions collector, des éditions rares, un film qui a été édité en très peu d'exemplaires, et du coup, si tu le veux en DVD, voilà, il va falloir vraiment tomber dessus. Et puis pareil, hein, le truc de le cœur s'emballe quand tu tombes dessus, tu fais mais non, c'est pas vrai. Et puis là, tu vois le prix et t'en reviens pas. Moi, ça m'était arrivé pour A Scene at the Sea de Takashi Kitano, qui avait été édité par HK Video, la maison d'édition fondée par Christophe Gans, qui édite des films hongkongais, les films de Tsoyark, de John Woo, etc. Et en fait, Scene at the Sea, c'est un film que j'adorais, mais je l'avais loué et je voulais absolument l'avoir. Et un jour, je l'ai trouvé dans un cache. Et sur internet, il valait plus de 100 euros. Vraiment, il était hyper hyper rare. Et les DVD, c'est comme le reste, hein. Quand les prix spéculent, ça devient débile, hein. Tu trouves des éditions de DVD à 200 balles, 300 balles. À l'Ouest des Rails, là, qui va être réédité, heureusement, parce que l'édition de MK2, qui est la seule qui existe aujourd'hui, je crois qu'elle est dans les 180 euros aujourd'hui. Et donc, j'avais trouvé Scene at the Sea à genre 5 euros. Et je le confesse, toi aussi t'as confié un truc que tu considérais un peu honteux. Bah moi je confesse que ça m'a mis les larmes aux yeux, quoi. De tomber sur cette édition que même dans mes rêves les plus fous, je l'aurais jamais trouvé dans un cache à 5 euros, bah si c'est arrivé, quoi. Alors que c'est un film assez rare, assez entre guillemets pointu, enfin c'est pas un film qui s'est vendu à 3 millions d'exemplaires, quoi. Donc c'était quand même assez incroyable de tomber dessus, quoi. Alors, est-ce qu'on a fait le tour finalement de cette vidéo? Je sais pas. Je sais pas, en fait, ouais, on a fait une grosse focalisation sur le cash. De toute manière, à chaque fois qu'on se retrouvera pour en discuter, on aura l'occasion de parler d'un type de magasin. Là, on a parlé des caches en particulier, mais on sait déjà qu'on doit parler des noses. Évidemment, il faudra qu'on parle des restaurants. Donc, je sais pas s'il est peut-être temps de conclure ce premier épisode qui était à la fois un survol général des zones commerciales et industrielles, de ce qui nous intéressait là-dedans, mais il y a encore évidemment des milliers de choses à dire. Ouais, bien sûr. Et je me suis rendu compte, bah, j'ai pris plein de notes en parlant en même temps. Je me suis rendu compte que c'est loin d'être épuisé tout ça. Donc finalement, Alors, on peut bien continuer sur une deuxième. bah écoutez, en tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à le faire, il me semble. N'hésitez vraiment pas à nous faire des retours sur ce premier épisode qui est un test. Alors, ça pouvait paraître décousu, mais on avait quand même un petit peu préparé. Donc, Ouais. évidemment, le but c'est de se laisser porter par la discussion. C'est pas une émission scientifique où on présente des faits. C'est pas une analyse en fait du tout, hein. C'est comme ça une discussion. Donc, malgré tout, n'hésitez pas à nous dire voilà, ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Je sais pas si Thomas, tu voulais conclure sur quelque chose en particulier. Non, non, à part que bah, je confirme tout ce que tu as dit, que c'était très plaisant et que ouais, moi aussi, je serais très curieux d'avoir les retours et même vos expériences sur tout ça. Oui, puis si vous Et voulez participer d'une manière ou d'une vraiment autre. des gens qui partagent cette passion, enfin cette passion. Ce hobby, Interrogation sur très juste. ces, ces endroits un peu bizarres que sont les zones commerciales. Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer que c'est pas juste un trip à deux, quoi? Après, on verra si on fait des émissions plus thématiques, si à chaque fois on reste sur une zone commerciale et puis on s'autorise à dévier sur un aspect spécifique. On verra, peut-être qu'on fera des émissions spéciales. En tout cas, on a plein d'idées, ça c'est sûr. Ouais. En attendant, il me reste plus qu'à Thomas te souhaiter une très belle soirée et évidemment à inviter les auditeurs à nous rejoindre, à s'abonner en fonction de la plateforme où ils nous écoutent. Je sais même pas où on sera diffusé, mais c'est un petit peu comme les zones commerciales. On est dans une zone de flou pour l'instant. On est entre deux mondes, on navigue à la frontière. Et je terminerai d'ailleurs là-dessus parce que finalement, est-ce que tout ça n'est pas qu'une question de frontières et où nous-mêmes
on s'interroge encore sur le but même de ce qu'on fait, parce qu'on parle d'un objet dont on n'a même pas encore complètement saisi les différentes implications, et je pense même que les gens qui ont designé les zones commerciales et qui ont lancé tout ce truc en France n'ont même pas forcément entièrement en tête ce qu'ils faisaient à la base, en fait. Oui, c'est sûr. C'est un purgatoire. On va terminer là-dessus. Allez, à très bientôt Thomas, à très bientôt tous ceux qui nous ont écoutés, et en attendant, profitez justement du confinement pour naviguer dans ces espaces en plein air qui sont encore accessibles. Et en attendant, on se dit à très bientôt. Salut. Salut. Azur et Saint-Tropez, Tour de France, Tour de France, Alpes et les Pyrénées, Tour de France, Tour de France, dernière étape Champs-Élysées.